Bonjour à tous, bienvenue dans ce 24e épisode de la série Mon portefeuille PEA, série dans laquelle je présente tous les mois l'évolution de mon portefeuille PEA. Alors comme d'habitude, on va regarder l'évolution du portefeuille et puis on va se focaliser sur un retour potentiel de la volatilité en 2022. En tout cas, c'est ce qu'on va regarder ensemble. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, j'ai augmenté de mon côté le pourcentage de liquidité en portefeuille puisque j'ai désormais 10% de liquidité en portefeuille. En tout cas, c'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Alors comme d'habitude, les informations présentées dans cette vidéo ne constituent aucunement des conseils en investissement, celles-ci ont un but purement éducatif. Par ailleurs, le portefeuille présenté dans cette vidéo n'a pas vocation à être répliqué, celui-ci correspondant à des facteurs, à savoir un profil d'investisseur, un horizon d'investissement et une approche spécifique à l'auteur de cette vidéo. Enfin, tout investissement boursier implique des risques, dont le risque de perte partielle ou totale de l'investissement de départ. Il est donc primordial que vous fassiez votre propre analyse avant d'investir en bourse. Ces rappels d'usage étant faits, nous pouvons passer à la suite de cette présentation. Alors, juste avant de passer à la présentation du portefeuille, j'aimerais faire le point sur certains commentaires que j'ai reçus concernant l'analyse technique. Vous savez que sur cette chaîne, mon but est de vous présenter, en tout cas de rendre accessible à tous l'investissement en bourse à long terme. Et vous savez que j'ai créé deux playlists. D'un côté, une playlist en analyse fondamentale et de l'autre, une playlist en analyse technique. Alors, la playlist en analyse fondamentale, qui s'intitule 30 leçons d'analyse fondamentale, est en cours de construction et je viens de terminer hier soir la playlist intitulée 50 leçons d'analyse technique. Alors, ces playlists sont fondées sur mon expérience et sur l'ensemble de mes lectures au cours des 13 dernières années. Je tiens à préciser cet élément, c'est pas quelque chose que je suis allé chercher dans un livre et que j'ai mis comme ça sur internet sans avoir expérimenté ces différentes approches. Alors, j'ai reçu ce commentaire sous la leçon 48 dans lequel je parle d'un indicateur technique que j'ai créé, que j'ai baptisé le signal de retournement EIP, qui est basé sur un excès statistique. Et donc cette personne me dit « Bonjour, l'analyse technique a-t-elle prévu le trou d'air d'aujourd'hui ?» Alors j'avais répondu à cette personne qu'effectivement oui, l'analyse technique l'avait prévu. Pourquoi ? Parce que justement on avait ce signal de retournement sur l'indice CAC 40 en unité de temps hebdomadaire. Alors a priori cette personne a trouvé que ma réponse était un peu trop élaborée pour elle puisqu'elle a effacé son message et effacé ses différents messages sur la chaîne. Alors cette personne m'écrit ensuite « L'analyse technique c'est comme l'horoscope, une prophétie autoréalisatrice sans fondement scientifique. » Elle me dit ensuite « Seule l'analyse fondamentale et le long terme ont de l'importance. » Alors là, j'aimerais dire à la fois oui, à la fois non. Et donc c'est ce qu'on va essayer de faire maintenant. On va essayer de prendre un peu de hauteur, un peu de recul par rapport à ce que sont l'analyse fondamentale d'un côté et l'analyse technique de l'autre. Et puis voir que les académiques, les scientifiques remettent potentiellement en cause ou en question le bien fondé, en tout cas la valeur ajoutée apportée par l'analyse technique d'un côté, mais aussi par l'analyse fondamentale de l'autre. Enfin, cette personne m'écrit « C'est faire preuve d'ignorance et de malhonnêteté intellectuelle que de vouloir faire croire le contraire à des débutants. » Alors de mon côté, je n'ai jamais dit que l'analyse technique c'était le Saint Graal, j'ai toujours dit que l'analyse technique n'était pas une boule de cristal, et surtout que c'était potentiellement un outil d'aide à la décision et que l'analyse fondamentale restait prioritaire sur l'analyse technique, en particulier pour un investisseur de long terme. Alors manque de bol pour cette personne, je connais très bien le milieu académique, donc je vais revenir sur cette notion que l'analyse technique est sans fondement scientifique. Alors selon les académiques, donc les scientifiques, c'est la même chose, la recherche mainstream, les marchés sont efficients, et là je vous renvoie à l'hypothèse d'efficience des marchés de quelqu'un qui s'appelle Eugene Fama, prix Nobel d'économie. Alors selon cette hypothèse d'efficience des marchés, sur laquelle se basent de nombreux investisseurs passifs notamment, on a trois formes potentielles d'efficience des marchés. Une forme faible, une forme semi-forte et une forme forte. Alors selon la forme faible, effectivement, toute l'information passée est prise en compte dans les prix, ce qui veut dire effectivement que si cette forme faible est avérée, alors l'analyse technique ne sert à rien. Cependant, si l'on se réfère à la forme semi-forte d'efficience des marchés, alors toute l'information passée est publique, y compris l'analyse des états financiers des entreprises, est prise en compte dans les prix à tout instant, et donc, conclusion, l'analyse fondamentale ne sert à rien. Donc ce que je suis en train de dire ici, c'est tout simplement que lorsqu'on dit que l'analyse technique est sans fondement scientifique, ce que j'essaye de dire ici, c'est que les travaux de recherche, en tout cas certains travaux de recherche, montrent également que l'analyse fondamentale est sans fondement scientifique non plus.
Ce qui veut dire que des investisseurs comme Warren Buffett, Charlie Munger, Chuck Akre, John Templeton sont des investisseurs qui ont battu le marché, mais qui ont battu le marché uniquement parce qu'ils ont eu de la chance. C'est ce que nous dit cette forme semi-forte d'efficience des marchés. Et puis, troisième forme d'efficience des marchés, la forme forte, selon laquelle toute l'information passée, publique mais aussi privée, donc ce sont les délits d'initiés, est prise en compte dans les prix. Autrement dit, les initiés ne peuvent pas générer de rendement anormal grâce à l'information qu'ils possèdent. Conclusion, et ça c'est une quasi-constante dans le milieu académique, il est préférable d'acheter le marché dans son ensemble, à savoir d'investir uniquement dans des ETF. Donc quand on lit ici que l'analyse technique est sans fondement scientifique, j'ai envie de vous dire que si vous lisiez la littérature scientifique mainstream, vous pourriez y trouver potentiellement que l'analyse fondamentale également est sans fondement scientifique. Ce qui n'empêche pas de trouver dans le marché des investisseurs qui appliquent une méthodologie stricte, que cette méthodologie soit inspirée des travaux de Benjamin Graham par exemple, Benjamin Graham, ou bien d'un Warren Buffett, Charlie Munger ou Peter Lynch, on trouve dans le marché des gens qui surperforment le marché avec une méthodologie similaire basée sur l'analyse fondamentale. En ce qui concerne l'analyse technique, on va trouver notamment des fonds de trading haute fréquence, des traders haute fréquence, donc qui vont trader plutôt à très court terme, à la milliseconde, et qui vont également surperformer le marché. Alors les traders à haute fréquence sont en réalité des algorithmes qui sont programmés par des humains, fondés sur des règles statistiques, donc des règles d'excès, de retour à la moyenne, etc., qui permettent éventuellement de battre le marché également. Donc même si de nombreux travaux de recherche montrent que l'analyse fondamentale et l'analyse technique n'apportent pas de valeur ajoutée, on peut penser que parce que justement les intervenants sont de plus en plus focalisés sur l'idée qu'on ne peut pas battre le marché et que le marché est efficient, que potentiellement ce marché est de moins en moins efficient. Et que donc l'analyse technique et l'analyse fondamentale peuvent à un moment apporter justement de la valeur ajoutée. Et donc ce que j'essaie de vous expliquer ici, c'est qu'on a potentiellement trois façons de voir les choses. La première, c'est l'angle académique. Dans ce cas-là, on peut considérer que les marchés sont efficients, qu'on ne peut pas battre le marché à long terme, et donc il est préférable d'accumuler des positions dans des ETF en construisant des positions en DCA. La deuxième façon de voir les choses, le deuxième angle d'attaque, c'est de considérer que l'analyse fondamentale apporte quelque chose pour un investisseur de long terme. On a les exemples de Warren Buffett & Co. Et donc des gens qui ont été capables, grâce à l'analyse fondamentale, de surperformer le marché. Et puis on a un troisième angle d'attaque, celui de l'analyse technique, qui a fait ses preuves chez certains traders. On a de très grands traders qui sont devenus de très grands gérants de fonds. Je pense notamment à Stanley Druckenmiller, je pense à des gens comme Paul Tudor Jones ou à quelqu'un comme Bruce Kovner, qui ont généré, en tout cas qui ont battu le marché au cours des 20 ou 30 années pendant lesquelles ils ont géré des fonds d'investissement. Et donc au final, ce que j'essaie de dire, c'est qu'il n'y a probablement pas qu'une seule vérité, mais probablement des vérités. Et ce que j'essaie de dire au final, c'est qu'il n'y a pas forcément une approche qui est supérieure aux autres. Ce qui compte, c'est de maîtriser parfaitement l'approche qu'on utilise. Même si effectivement à long terme, j'ai plutôt une préférence pour l'analyse fondamentale sur l'analyse technique. Pour autant, l'analyse technique m'aide beaucoup à déterminer mes tailles de position et mes points d'entrée lorsque je cherche à entrer sur un titre. Enfin, je vous ai mis le commentaire d'une personne qui aimait plutôt mes vidéos d'analyse fondamentale et les vidéos Mon portefeuille PEA et qui vient écrire en dessous d'une de mes vidéos d'analyse technique: bonjour, ne vous fiez pas au baratin des analyses techniques, que du blabla au conditionnel, avec des si, on mettrait Paris en bouteille. Alors bien entendu, j'ai un problème avec ce genre de commentaires, c'est que sur cette chaîne, j'essaie justement d'offrir une vue un peu élargie de ce qu'est l'investissement en bourse. Je ne suis pas là pour dire que l'analyse technique est le Saint Graal, encore une fois. J'essaye simplement de transmettre ma passion pour la bourse. Donc voilà en gros ce que m'inspirent ces commentaires. Je remarque un gros clivage entre d'un côté les analystes fondamentaux et les analyses techniques de l'autre. J'aimerais que dans ma communauté, justement, on soit plutôt ouvert d'esprit et que donc les analystes fondamentaux acceptent les analyses techniques et que les analyses techniques acceptent les analystes fondamentaux. Bien entendu, tous ceux qui en approchent un peu plus académique et qui préfèrent investir dans des ETF sont également les bienvenus dans cette communauté et sur cette chaîne. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il y a beaucoup à apprendre du fonctionnement des marchés, que ce soit au travers de l'analyse fondamentale et au travers de l'analyse technique. Voilà, alors cet aparté étant fait, on va pouvoir passer à la présentation du portefeuille, ce que je fais tout de suite. Donc en date du 8 décembre 2021, on voit que le portefeuille est valorisé à hauteur de 25 509 € et que j'ai désormais 2 579 € de liquidité
Donc comme on va le voir, j'ai beaucoup augmenté mon niveau de liquidité en portefeuille. Alors, les premières lignes du portefeuille sont actuellement Prosus, puisque la valorisation de Prosus est actuellement de 6 801 euros. On va trouver ensuite les lignes Total Energy, Danone, Nakon, que j'ai pas mal augmenté, puisqu'on voit ici que je suis passé à 300 euros, je vais en parler juste après, et puis Renault, BIC et AB InBev. Alors on voit que Prosus domine clairement le portefeuille, vous savez que j'ai construit une grosse position sur Prosus. J'ai réduit un tout petit peu mon exposition il y a 2 jours. Pourquoi? Tout simplement pour augmenter mon niveau de liquidité. Vous allez voir que j'ai procédé à pas mal d'ajustements ces derniers jours. Alors concernant les faits marquants du mois de novembre, premièrement on observe un rendement mensuel du portefeuille de moins 1,4%, donc un portefeuille dont la valorisation a légèrement baissé, rien de bien méchant à ce stade. Le deuxième point, et ça c'est un point un peu plus important, c'est la baisse importante sur la tech US et sur la tech chinoise non rentable. Alors non rentable ça veut dire quoi? Ça veut dire que les valeurs technologiques qui ne font pas de profit, qui ne font pas de bénéfices mais des pertes, qui brûlent du cash, ont été chahutées par les marchés, en tout cas sur les marchés, ces dernières semaines. Et ça, je pense que c'est un point intéressant et important pour la suite. Pourquoi? Tout simplement parce que certains investisseurs sont en train de se délester de leurs titres les plus spéculatifs. Et donc, on pourrait assister à un sell-off plus marqué, je pense, dans les mois qui viennent, en tout cas sur la tech non rentable. Et puis, troisième point, on a probablement une remontée des taux à venir, puisque la Fed a annoncé potentiellement un tapering au début de l'année 2022, ou en tout cas en cours d'année 2022. On pourrait observer la même chose en Europe, mais en tout cas on peut s'attendre potentiellement à une remontée des taux. Si c'était le cas, bien entendu, cela signifierait la fin de la fête, et donc il va falloir rester attentif au niveau des décisions de politique monétaire. Alors j'ai quand même jeté un coup d'œil à ce qui s'était passé en 99-2000. La Fed avait remonté ses taux dans l'été, au cours de l'été 1999, et en fait le marché, donc le Nasdaq 100, avait commencé à s'effondrer en mars 2020, donc c'est-à-dire 8 mois environ après la première hausse de taux, ce qui veut dire qu'on pourra encore avoir un peu de temps si les banques centrales annonçaient une remontée du taux directeur. Au niveau des prises de position, donc pour novembre 2021, j'ai travaillé ma position sur Prosus. Donc travailler sa position, c'est plutôt un terme de trader. C'est lorsqu'on travaille une position, c'est-à-dire que dès que les cours repassent au-dessus du PRU, on allège sa position, et quand les cours reviennent largement en dessous du PRU, on augmente sa position. Et donc en faisant ceci, potentiellement, on limite son exposition, en tout cas, on améliore son PRU. Alors j'ai également procédé à un allègement sur Total Energy, un allègement sur Renault, un allègement sur Maison du Monde et un allègement sur Eutelsat, tout simplement pour récupérer des liquidités en portefeuille. Alors pourquoi est-ce que j'ai allégé sur ces 4 valeurs, donc Total Energy, Renault, Maison du Monde, Eutelsat? Ça n'a rien à voir avec les fondamentaux, c'est tout simplement pour reconstituer la partie liquidité de mon portefeuille. Donc de mon côté, je m'attends à un retour de la volatilité en 2022, causé potentiellement par une disruption au niveau du marché technologique, donc que ce soit aux États-Unis ou chinois, mais le marché chinois est plutôt en fin de crack à mon avis. En tout cas, on s'approche de la fin du crack boursier, qui est un crack qui dure depuis bientôt un an. Et puis potentiellement, le risque, c'est un crack sur le marché américain. Alors avant de parler de crack, parlons de potentielle forte correction sur le marché tech américain. Et puis je prends en compte le fait qu'une remontée des taux est plus que probable en 2022, ce qui pourrait annoncer la fin de la fête et une très forte correction sur les marchés, en tout cas sur les marchés tech, c'est-à-dire sur les valeurs de croissance. Donc de mon côté, j'ai allégé ces positions et fait remonter mon niveau de liquidité. Ces liquidités représentent, comme on va le voir après, environ 10% du portefeuille aujourd'hui. Mon allègement sur ces 4 titres est dû à une recherche de liquidité, en tout cas ma volonté de reconstituer mes liquidités en portefeuille en vue de l'année 2022, et non dû à des changements fondamentaux majeurs qui auraient pu intervenir sur ces titres au cours des dernières semaines. Donc comme on peut le voir ici, il y a désormais un peu plus de 10% de liquidité en portefeuille. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais présenter les mouvements du mois. Donc j'ai allégé Total de 10 actions, j'ai allégé Renault de 10 actions, Maison du Monde de 10 actions, Eutelsat de 20 actions et Kinepolis de 8 actions. J'ai par ailleurs augmenté ma position très légèrement dans Danone, plus une action, dans BIC, plus une action, dans AB InBev, plus une action, et dans Nakon de 40 actions. On voit d'ailleurs que mon PRU sur Nakon est désormais de 5,15 €. Alors concernant les ventes, on voit que j'ai effectué une vente partielle sur Total Energy, donc à un cours de 43,3 €.
ce qui me fait une plus-value de 12% hors dividende et d'environ 30% avec dividende. Alors j'aimerais attirer votre attention au sujet des dividendes, puisque j'entends un peu tout et n'importe quoi sur les dividendes. Un dividende ne crée pas de richesse au moment de son versement, puisque ce qu'il se passe, c'est qu'au moment du détachement du dividende, le cours de bourse s'ajuste du montant du versement du dividende et on touche la différence sur le solde espèce. Autrement dit, au moment du détachement, l'investisseur ne s'est pas enrichi. Ce qui veut dire qu'il ne sert à rien d'entrer sur un titre qui va verser un dividende quelques jours après. Ceci étant, je pense qu'il y a une confusion au niveau des investisseurs qui pensent que du coup, un versement de dividende n'a aucun impact sur la richesse de l'investisseur, en tout cas sur la création de richesse. Comme on peut le voir ici, sur Total, on voit ici que la plus-value de mon investissement sur Total, donc en 2 ans, est d'environ 30%. Je vous laisse calculer le rendement annuel que m'offre l'action Total qui pourtant verse un dividende. Je vous rappelle qu'une entreprise qui fait des profits, donc qui fait des bénéfices, peut utiliser ces bénéfices de 5 manières. Premièrement, elle peut réinvestir dans son propre business, c'est-à-dire qu'elle peut réinvestir dans son business si par exemple c'est une entreprise de croissance, et c'est-à-dire qu'elle a des opportunités d'investissement intéressantes avec des rendements potentiels intéressants. Deuxièmement, elle peut payer des dividendes si justement elle n'a pas d'opportunité de réinvestissement intéressant, en tout cas un taux aussi élevé que les taux de rendement habituels. Troisièmement, elle peut procéder à un rachat d'actions. Rachat d'actions, ça veut dire quoi? Tout simplement que l'entreprise élimine une partie des actions en circulation, ce qui enrichit les actionnaires existants. Quatrièmement, elle peut rembourser une partie de ses dettes et donc éliminer une partie de sa dette, ce qui lui permet de changer sa structure capitalistique et donc d'être moins leveragée. Et puis cinquièmement, elle peut procéder à des acquisitions pour faire ce qu'on appelle de la croissance externe. Et donc lorsqu'une entreprise est bénéficiaire, comme c'est le cas ici avec Total, elle peut redistribuer une partie de ses bénéfices à ses actionnaires, ce qui vient enrichir ses actionnaires. Pourquoi? Tout simplement parce que j'en ai parlé, l'entreprise est rentable en moyenne et c'est le cas de Total. Alors j'ai également réalisé une vente partielle sur Renault à un cours de 30,10 € avec une plus-value de 4,6%. L'objectif ici, encore une fois, ce n'est pas de prendre ma plus-value, mais simplement d'augmenter mes liquidités en portefeuille, quitte à laisser partir le titre sans que je sois pleinement en position. J'ai également procédé à une vente partielle de Maison du Monde à un cours de 20,06 € avec une plus-value de 72%, donc hors dividende et environ 75% avec dividende. Et j'ai enfin procédé à la vente partielle de Telsat à un cours de 11,26 € avec une plus-value de 3,5% hors dividende et environ 20% avec dividende. Là encore, je le répète, mon objectif n'est pas de prendre mes plus-values sur ces titres, mais simplement de remonter mon niveau de liquidité, quitte à laisser partir ces titres sans moi. Et enfin, j'ai procédé à la vente partielle de Kinepolis. Je ne l'ai pas mentionné dans les mouvements du mois, mais j'ai bien vendu 8 actions donc sur Kinepolis à un cours de 56 € avec une plus-value à la clé de 148%. Là, l'idée n'est plus d'augmenter mes liquidités, mais tout simplement de vendre une partie de ma position, la moitié de ma position, sur une ligne qui a beaucoup monté depuis que je suis entré en position. Alors, ce que j'aimerais faire maintenant, c'est faire un point rapide sur les indices, notamment les indices américains et puis le CAC 40 après. Donc, on a ici à l'écran l'indice S&P 500. Alors, pourquoi je vous montre ça? Tout simplement parce que j'attends justement un retour de la volatilité en 2022. Je pense que je ne suis pas le seul à attendre ce retour de la volatilité. Alors on va faire très rapidement de l'analyse technique. Alors je sais que parmi vous, certains ont horreur de l'analyse technique, donc je pense que vous pouvez arrêter la vidéo ici. Pour les autres, vous pouvez continuer à suivre ce que je vais présenter. Donc, comme on le voit ici au niveau du RSI 14 périodes, on avait une divergence baissière ici en 2007-2008 ici, divergence baissière, c'est-à-dire que le marché ici faisait des plus hauts comme ceci, et puis le RSI lui faisait des plus hauts de plus en plus bas comme ici. Divergence baissière qui a été corrigée puisqu'on est entré ici dans un marché baissier en 2008-2009. Ici en 2014-2015, on avait également une divergence baissière au niveau du RSI, donc on avait des marchés qui faisaient des plus hauts de plus en plus hauts, et puis un RSI qui faisait des plus hauts de plus en plus bas. Et puis derrière, on a eu une très forte correction sur l'indice S&P 500. Et alors là où j'ai envie d'attirer votre attention, c'est sur cette énorme divergence baissière qui intervient ici à partir de 2018, c'est-à-dire que depuis 2018, on a des cours qui font des plus hauts de plus en plus haut, même de plus en plus haut, plus haut, plus haut, et puis on a un RSI qui fait des plus hauts de plus en plus bas de manière très marquée, c'est-à-dire qu'on a un premier
sommet ici très haut au niveau du RSI, puis un second sommet beaucoup plus bas ici. Ce qui me laisse penser de mon côté qu'un retour de la volatilité est probable en 2022. Alors pour les plus jeunes d'entre vous qui n'ont pas forcément de grande expérience ou de longue expérience des marchés financiers, je vous rappelle qu'on est dans un marché haussier sur les marchés occidentaux et notamment donc dans les pays développés et notamment aux États-Unis depuis l'année 2009, le point bas étant fait en mars 2009. Ce qui veut dire que pour des gens qui auraient connu l'ascension des marchés depuis 2009, il est facile de penser que les marchés ne font que monter tout le temps. Or, on le sait quand on a un peu plus d'expérience que les marchés, c'est une alternance de bull markets, donc de marchés haussiers, et de bear markets, donc de marchés baissiers extrêmement correctifs. Donc de mon côté, je commence à être un peu plus défensif en mettant des liquidités de côté et en renforçant des positions un peu plus défensives, comme par exemple Danone. Alors je vais vous montrer maintenant le Nasdaq 100, donc on est sur l'indice Nasdaq 100. On voit ici la bulle Internet de 2000 qui paraît toute petite par rapport à l'ascension vertigineuse des marchés américains et en particulier du Nasdaq 100 donc depuis 2009. On voit surtout ici qu'à l'époque on avait une figure d'élargissement ici au niveau du RSI qui avait été cassée ici et qui avait justement signalé le début de ce marché baissier aux États-Unis. Et puis on a ici, on le voit ici, une sorte de biseau ici qui commence à se dessiner avec encore une fois une extrême divergence baissière ici entre le point qui se trouve donc au-dessus ici donc en 2019 et le point haut actuel. Donc on a des cours aux États-Unis, notamment sur le Nasdaq 100 qui font des points hauts de plus en plus hauts, alors même que le RSI en tout cas fait des points hauts de plus en plus bas. Donc ça c'est potentiellement le premier signal de surchauffe. Le deuxième signal de surchauffe, c'est cette montée exponentielle du marché et cette verticalisation du mouvement de hausse sur le Nasdaq 100. Autrement dit, tous les investisseurs sont positionnés sur le Nasdaq 100, recherchent des valeurs de croissance. Or, si jamais les banques centrales remontent leur taux d'intérêt, leur taux directeur, les valeurs de croissance vont être les valeurs qui vont être le plus impactées, en tout cas à moyen terme. Au profit, bien entendu, de la value et donc potentiellement de valeurs cycliques. Alors on n'en est pas encore là, bien entendu, puisqu'on est toujours dans un marché haussier, notamment aux États-Unis. Maintenant, ce que j'essaie de vous montrer ici, c'est que de mon côté, je commence à devenir méfiant. Pourquoi ? Parce que cette hausse est beaucoup trop verticale à mes yeux, et donc je pense qu'on va avoir une forte correction à un moment dans le courant de l'année 2022. En tout cas, je me prépare à une potentielle forte correction en 2022. Et puis je vous ai mis ici le CAC 40 qui vient de faire un nouveau plus haut historique, puisqu'on voit que le CAC 40 évoluait dans un canal horizontal depuis les années 95, et on voit ici qu'on vient de faire un nouveau plus haut historique sur le CAC 40. Alors ici je vous ai mis le CAC 40 sans les dividendes réinvestis, avec les dividendes réinvestis bien entendu on est beaucoup plus haut. Au niveau du CAC 40 c'est la même chose, on observe une divergence baissière au niveau du RSI, puisqu'on a des points hauts de plus en plus bas ici au niveau du RSI, alors même que l'indice lui est en train de faire des points hauts, donc avec des plus hauts de plus en plus hauts. Au niveau du CAC 40 toujours, on voit qu'on a un mouvement extrêmement directionnel, extrêmement vertical. C'est exactement le même type de mouvement qu'on avait pu observer ici en 1999, à l'issue ici en tout cas de la correction qui était liée à la crise des pays du Sud-Est, donc la crise des pays de type Indonésie, de type Corée du Sud ou de type Thaïlande par exemple. Donc 97, crise asiatique, les marchés corrigent fortement et puis dans la foulée on a une intervention des banques centrales et puis un marché qui se reprend extrêmement fermement avec une ascension verticale extrêmement rapide. Ici on a un confinement généralisé des marchés avec une chute extrêmement brutale sur les marchés, notamment en mars 2020, et puis encore une fois intervention des banques centrales et puis mouvement à nouveau extrêmement vertical, extrêmement directionnel. On a surtout ces divergences importantes, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, avec des cours qui font des plus hauts de plus en plus hauts et un RSI qui fait des plus hauts de plus en plus bas. Alors bien entendu, il faudra voir ce que ça donne ici, puisqu'on est en train de casser la zone de résistance, en tout cas à court terme, et donc il faudra voir si le marché est en mesure d'aller plus haut, éventuellement de construire ici un point d'appui sur cette zone de résistance et de rebondir un cran plus haut. Voilà, donc le message que j'essaie de transmettre ici, c'est plutôt qu'on a des marchés euphoriques en ce moment, bien aidés par les liquidités des banques centrales, et que si ces liquidités se tarissent dans les prochains mois, bien entendu, le marché pourrait faire marche arrière assez rapidement,
Et donc que de mon côté, et encore une fois c'est de mon côté, ce n'est absolument pas un conseil, c'est ce que je fais de mon côté, ensuite vous faites ce que vous voulez de votre côté. De mon côté, je préfère augmenter les liquidités en portefeuille pour voir venir au cours de l'année 2022. Alors pour ceux qui le souhaitent, vous avez toujours la possibilité de suivre l'évolution de mes portefeuilles PEA et CTO en entrant votre adresse email dans le lien qui se trouve sous la vidéo. Et puis pour ceux que ça intéresse, je vais lancer 3 offres très prochainement, en même temps que la mise à jour du site internet, l'une d'entre elles baptisée Team EIP, qui vous permettra de rejoindre mon équipe d'investisseurs, une équipe avec laquelle je souhaite travailler de manière rapprochée et dans la durée, avec notamment des réunions Zoom régulières. Vous aurez l'occasion de retrouver ces offres sur le nouveau site internet d'ici une dizaine de jours. Et puis très rapidement, on va regarder un petit peu justement cette Google Sheet. Vous voyez que pour le moment, le portefeuille est en hausse de 19,6%. Et puis, vous voyez ici mes différentes prises de position. On voit ici que les liquidités sont remontées fortement ces derniers jours. Vous pouvez retrouver également sur la Google Sheet l'ensemble de mes transactions, l'ensemble des plus-values réalisées sur le PEA depuis son lancement. Alors, j'ai également mis à jour le tableau des dividendes. On voit que les dividendes sur Total vont baisser. Pourquoi? Parce que j'ai vendu des actions Total. On voit que les dividendes sur Maisons du Monde vont baisser également. On voit également que les dividendes sur Eutelsat vont baisser. Tout ça, c'est lié justement à mes allègements donc sur ces 3 titres en particulier, donc Total, Maisons du Monde et Eutelsat. On voit également que Prosus a versé un dividende, donc c'était inattendu de mon côté. Je n'avais pas fait attention que Prosus devait verser un dividende. Et donc je l'ai inclus ici dans le tableau donc pour le mois d'octobre puisque j'ai reçu 12,60 € de Prosus. Concernant l'allocation du portefeuille PEA, on voit que le niveau de liquidité du portefeuille est bien remonté puisqu'on est à 10,2% de liquidité. Et puis on voit que Prosus représente 26,2% du portefeuille, que Renault représente 6% du portefeuille, Total Energy 8,6%, Danone 7,4%, Maison du Monde 5,6%, Société BIC 5,8%, Eutelsat 5,3%, Ontex 5,1%, AB InBev 5,7%, Kinepolis 1,9%, SMCP 4%, Nikon 6% et Ruby 1,5%. Donc, comme vous pouvez le voir ici, j'ai commencé à construire une petite ligne sur Ruby, pour le moment une toute petite ligne. J'en ai pas parlé dans cette vidéo, mais j'en parlerai probablement dans la prochaine vidéo, mon portefeuille PEA. Au niveau de l'allocation à la Peter Lynch, qui préconisait d'investir 30 à 40% dans les fast growers et 10 à 20% dans les stalwarts, on voit que j'ai actuellement 35,8% de fast growers et 14,5% de stalwarts. On voit également que j'ai ici 15,8% de cyclicals, 16,8% de turnarounds, 3% d'asset play puisque j'ai réduit ma position sur Kinepolis et puis 14% de slow growers puisque j'ai commencé à constituer une position dans Ruby mais que j'ai par ailleurs vendu une partie, en tout cas j'ai allégé une partie de la position Eutelsat. Alors, comme d'habitude pour terminer cette vidéo, et pour faire référence à ce dont je parlais dans l'introduction de la vidéo, ma question est la suivante. Utilisez-vous plutôt l'angle académique, à savoir que vous privilégiez la construction d'un portefeuille d'ETF avec une construction de position en DCA, donc au cours du temps, ou bien utilisez-vous plutôt l'angle fondamental avec la construction d'un portefeuille d'actions, auquel cas vous analysez les états financiers des entreprises qui vous intéressent, ou bien utilisez-vous plutôt l'angle technique avec la constitution d'un portefeuille d'actions basé sur des configurations techniques. Je vous invite bien entendu à répondre à cette question en commentaire afin de partager un peu votre approche avec le reste de la communauté. C'est toujours intéressant pour les débats. Et puis si vous utilisez plutôt une approche académique, donc que vous êtes plutôt un investisseur passif, essayez de donner les raisons pour lesquelles vous utilisez plutôt cette approche. Si vous avez une approche plutôt fondamentale, essayez d'expliquer pourquoi vous avez justement cette approche fondamentale et pourquoi vous n'avez pas l'une des deux autres approches. Et puis si vous avez plutôt une approche technique ou que vous complétez vos approches à l'aide d'une approche technique, essayez d'expliquer potentiellement pourquoi vous utilisez cette approche. De mon côté, j'essaie de faire en sorte que la communauté soit composée de gens justement qui ont ces 3 approches. Donc d'un côté une approche académique, de l'autre une approche fondamentale et ou technique. Je pense en effet que d'avoir des intervenants qui ont des approches différentes et des façons de voir le marché différentes est extrêmement enrichissant pour la communauté mais également pour soi-même. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire quel est l'angle que vous utilisez de votre côté.
C'est tout ce que j'avais à dire pour cette 24e épisode, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette deuxième saison, et donc je vous donne rendez-vous pour la troisième saison en janvier 2022. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, merci.